Eh ben Cette voilà, conférence va maintenant être enregistrée. donc il est 9h35, on vous propose de commencer ce webinaire. Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Chanavas, je suis le délégué général de Mercatel et visiblement il y a une écho. Donc, il y a des gens qui ont gardé leur micro ouvert et on va leur demander de le couper. Ça y est. Ça a été fait pour eux. Ça a été fait pour eux. Merci Charlotte. Bon, donc je recommence. Rebonjour à tous. Bienvenue donc pour à ce webinaire organisé par Mercatel, SSP et la FEVAD sur un sujet un peu long comme le bras. Comment SSP, avec l'initiation de paiement, l'AIS et sa plateforme de paiement peut aider les commerçants à augmenter leur taux d'acceptation sans augmenter les risques. Bon, on va reparler de ce sujet-là. On va reprendre d'abord les consignes habituelles. Donc, merci, et on en a eu l'illustration de couper vos micros pour qu'on évite vos conversations et le bruit de vos poissons rouges. Si vous voulez, vous êtes encouragés à interagir avec nous via le chat. C'est la petite bulle qui est en haut à droite. Vos commentaires sont en permanence les bienvenus et vos questions aussi naturellement, et de toute façon on gardera une place à la fin, mais on aime bien en fait avoir des interactions au fur et à mesure, donc si vous voulez intervenir, surtout ne vous privez pas. Nous allons accueillir aujourd'hui donc Marc Mareros, qui est responsable du domaine monétique magasin et web de Fnac Darty, Charles Tandonnet, directeur produit d'Orchestra, Eddie Combier, qui est le boss de SSP, et avec Bertrand, nous ferons un peu d'animation, modération pour rendre ce webinaire le plus vivant possible. Ce sujet de l'initiation de paiement est un sujet qui ne date pas tout à fait d'aujourd'hui. Moi, je pense que les premières fois où on en a entendu parler vraiment en France, c'était peut-être il y a 5 ans, facile. Hein, et notamment à l'époque, on avait en tête une fintech allemande qui s'appelle Sofort, qui a depuis été racheté par Klarna. On connaît Klarna. Sofort fait un peu moins parler. En tout cas, en France, on les voit pas forcément très actifs. Hein. En Allemagne, évidemment. On avait un peu aussi en tête à cette époque-là, je pense, le modèle Ideal, qui est le modèle dominant dans les achats e-commerce aux Pays-Bas, qui, d'une certaine façon, ressemble, en tout cas se dénoue comme les solutions dont on va parler ce matin, c'est-à-dire d'un paiement par virement, de compte à compte, dans lequel il y a quand même une interaction avec la banque en ligne, hein, ou avec l'espace bancaire des consommateurs. Mais avec tout ça ayant clairement en commun, en fait, l'utilisation du virement comme un moyen de paiement. Parce qu'en fait, un des sujets évidemment de l'initiation de paiement, hein, je pense que c'est d'abord ça, c'est la volonté des commerçants d'avoir une palette de plus en plus large de moyens de paiement et de pouvoir être payé par virement. Alors, en France, c'est pas tellement connu, hein, et c'est pas forcément commode, en dehors de pratiques d'initiation de paiement qui justement vont faciliter la tâche du consommateur pour arriver à payer le client par virement dont on sait qu'il a un énorme avantage quand même d'être le plus souvent largement irrévocable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chargeback. Enfin bon, moi, dans les détails, et le diable est toujours dans les détails, il y a peut-être toujours moyen de contester un paiement par virement, mais enfin globalement, quand on est payé par virement, et en particulier quand on est payé par virement instantané, c'est quand même largement irrévocable. Alors donc, ce développement du virement et de la volonté de le développer, il faut bien la comprendre par rapport au contexte dans lequel on est. Donc, le premier élément de ce contexte, c'est la stratégie européenne des paiements, qui est parue comme chacun sait, puisque tout le monde la connaît par cœur, en septembre 2020,
Et en 2020, qu'est-ce que nous a dit la Commission, qui a été après rejointe par les autres autorités européennes, donc le Conseil, et puis un peu après l'eurosystème, hein, c'est-à-dire la BCE et les banques centrales. Donc, qu'est-ce que nous disent ces gens au niveau de l'Europe? C'est que le paiement par virement et le paiement instantané, hein, mais s'entendant au niveau européen par virement, va devenir la nouvelle norme. Donc, on nous dit pas à quelle échéance, hein, mais c'est la volonté, en tout cas, de développer ce type de paiement, et ça s'entend en fait largement comme des alternatives à la carte de paiement. Donc, d'une part parce que c'est bien d'avoir des alternatives et que la Commission aime bien la compétition. D'ailleurs, ça tombe bien, les marchands aussi aiment bien la compétition. Et ça s'entend aussi sur la question de la souveraineté, en fait, hein, européenne, c'est-à-dire d'offrir et de développer des moyens de paiement vraiment européens. D'ailleurs, le virement instantané, on verra pourquoi il n'est pas forcément toujours utilisé avec l'initiation de paiement, mais en tout cas, bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de proposer autre chose que des paiements traditionnels, en particulier dans de la vente à distance. Alors, on sait que la vente à distance aujourd'hui, ça recouvre aussi de la vente en proximité. Tout ça est en train de largement se complexifier, mais en tout cas, élargir le champ, créer de la compétition, souveraineté, tout ça, ça plaide effectivement pour le paiement de compte à compte et en particulier pour dans le cadre de l'initiation de paiement. Deuxième élément, la DSP2, comme on avait des acteurs de type Sofort qui faisaient de l'initiation de paiement avec une mauvaise pratique qu'on appelle le web scrapping, hein, c'est-à-dire en se faisant entre guillemets passer pour le client voilà, auprès de la banque en ligne sans se présenter comme un fournisseur de services de paiement, il y a une volonté claire de régulateur européen via la DSP2, hein, c'est un des aspects, donc d'établir deux catégories de nouveaux acteurs en fournisseurs de services de paiement. Donc, premier type d'acteurs, les fournisseurs d'accès au compte, hein, donc c'est des gens à qui un consommateur permet d'aller regarder ce qu'ils ont dans les comptes pour faire de l'agrégation ou autre, on verra autre d'ailleurs. Deuxième catégorie, les PISP, donc là on est au cœur de notre sujet, hein, donc des fournisseurs d'initiation de paiement, hein, donc du type Sofort, qui donc maintenant doivent d'une part être régulés par les autorités domestiques, hein, au choix du régulateur. Le CSP est régulé, hein, et d'autre part, évidemment, avec ça, donc c'est un peu la contrepartie hein, de cette question de régulation, la mise en place d'API qui se veulent en fait des standards et qui permettent de manière normalement facile à ces nouveaux fournisseurs de services de paiement de se relier donc aux établissements teneurs de compte, de pouvoir de telle manière à ce qu'ils puissent exercer leur métier, donc d'une part en étant reconnus, mais d'autre part de manière relativement standardisée pour favoriser donc l'émergence de l'initiation de paiement. Tout ça a été traduit dans les différents pays, en France en particulier, dans le code monétaire et financier, mais il a fallu quand même un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu au départ pour que ces API soient disponibles et donc qu'on puisse commencer à voir vraiment des utilisations, notamment de l'initiation de paiement. Parce qu'en France, on en avait autant, il y avait des fournisseurs d'accès aux comptes qui pratiquaient aussi le web scraping, autant on n'avait pas beaucoup, en fait, quasiment pas, d'initiation de paiement. Puisque Sofort était quand même resté assez même largement à nos frontières. Voilà. Donc le cadre, on peut le poser à la fois comme quelque chose qui est lié à un point un peu inexorable du paiement de compte à compte qui ira vers du virement instantané. On peut le relier et donc à de la réglementation, hein, donc la DSP2 qui fixe un cadre et des moyens techniques pour que l'initiation de paiement puisse se développer.
Et évidemment, il y a aussi un besoin, hein, donc c'est un triptyque, hein, un besoin du commerce et des cas d'usage, et c'est ça qu'on va essayer de développer. Hein, donc de la régulation, une offre, de la demande. Normalement, avec ces trois éléments, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à voir apparaître, hein, c'est plus qu'apparaître dans le cas des SSP, c'est ça qu'on veut démontrer, des vrais usages. Hein, donc ça remplace pas pour le moment tous les moyens de paiement. De toute façon, c'est pas l'objet. Hein. Il y a toujours eu une diversité de moyens de paiement et je pense que tout ça continuera. Mais en tout cas, les points sont là pour que, je dirais, l'envol se prenne. Et en tout cas, nous, pour ce qui concerne Mercatel, on est très favorable à ces développements et c'est pour ça qu'on donne la parole à des acteurs et à SSP, à des acteurs privilégié, hein, qui a aussi, je veux dire, qui a aussi son passé d'ailleurs, qui lui donne certainement des avantages, notamment parce qu'il a accès il a beaucoup de clients dans les grandes enseignes du commerce. Voilà, donc voilà pour mon introduction. Un petit peu long, mais je pensais c'est quand même important toujours de se reposer. Alors, pourquoi les choses se développent? Est-ce qu'elles doivent se développer? Comment elles vont le faire? C'est tout ça, tous ces sujets qu'on va essayer de discuter ce matin. Et donc du coup, je vais continuer je vais interroger Bertrand pour peut-être un petit complément. Oui, Bertrand. oui, bonjour à tous. Je vais confirmer évidemment ce que vient de dire Jean-Michel et le prolonger avec quelques éléments de contexte. Hein. On a vu la première partie des SP2 avec l'émigration des porteurs, l'émigration des marchands pour ce qui est de la carte. On a par ailleurs un contexte européen, et on l'a vu, hein, Jean-Michel l'a dit, qui est des paiements qui sont influencés par des pratiques culturelles. Hein. L'Allemagne, les Pays-Bas ont déjà de l'initiation de paiement depuis longtemps. Les API nous permettent effectivement d'initier de nouveaux parcours. Quelques chiffres très rapides. On a publié les chiffres fin de semaine dernière là, pour le T3. Le T3, c'est 30,6 milliards d'euros en France. C'est une prévision de 130 milliards pour 2021. On est en pleine période pré-Noël et post-Black Friday. J'imagine que vous avez j'espère que vous avez tous bien transformé pendant cette période, mais on voit effectivement que beaucoup de parcours clients pourraient être facilités par ces nouvelles solutions et on va s'y employer dans les mois à venir et notamment en 2022, ça fait partie de notre programme, une reprise des services très forte. Je voulais signaler ce point parce que les services, ce qu'on appelle les services, nous on l'a fait battre, c'est beaucoup les voyages, l'hôtellerie, les déplacements, les vols qui ont été carrément stoppés pendant la première période du Covid. Ils reprennent très fort. Ces acteurs-là ont souvent des paniers moyens élevés, qui posent problème parfois avec les paiements cartes et qui sont plutôt bien adaptés pour ces nouvelles solutions et ces nouveaux parcours clients de paiement. Voilà, je m'arrêterai là, je commenterai tout au long de la session. Je propose, c'est plus intéressant, de laisser la parole à nos intervenants. Bon webinaire à tous. Et je n'ai voilà. Merci Bertrand. Alors donc, on va inverser les choses pour une fois. On va d'abord donner la parole à la demande avant de passer à l'offre. On n'a pas prévu de donner la parole au régulateur. On estime qu'on en sait assez sur ce qu'il pense. Donc, en premier, Marc Mareros de Fnac Darty. Bon, bonjour. Bonjour Marc. Bon, Fnac Darty, belle enseigne. Bon, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous camper le paysage chez Fnac Darty en matière de paiement, la société, ton poste et puis d'une manière générale comment vous opérez? Bien sûr. Donc, je vais commencer par une petite présentation de Fnac Darty. Donc aujourd'hui, le groupe Fnac Darty, donc c'est 3 enseignes majeures. Donc la Fnac, qui donc distribue des produits techniques et des produits culturels, Darty, qui propose plutôt des produits de type blanc et brun, électroménager et équipements télévisuels, téléphonie. Et depuis 1 an et demi environ, depuis fin 2019, Nature et Découverte, qui propose donc des produits de bien-être, voilà, qui se positionne très clairement sur voilà
les produits de bien-être écologique. Enfin, c'est assez dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, on a résolument un modèle qui est omnicanal avec donc un certain nombre de magasins. Aujourd'hui, on comptabilise aux alentours de 900 magasins avec un modèle de magasins en propre et de magasins franchisés. Et également des sites web qui sont présents et notamment donc Fnac.com qui est présent en France, mais également sur les pays, donc les pays du Sud, Portugal, Espagne, et donc les pays du Nord, Belgique, Suisse, et j'en oublie un, Belgique, Suisse, c'est déjà pas mal. Il y avait une Fnac à Berlin, mais je ne sais pas si elle est encore. Non, à ma connaissance, ça a été fait, ouais, elle Ouais. n'existe plus. Donc voilà, donc on a un modèle qui est plutôt, voilà, très omnicanal entre les magasins, le web, une présence à l'international, plutôt avec une couverture européenne, donc des use cases de paiement qui sont assez divers, hein, donc proximité, avec les problématiques que ça peut engendrer, hein, des coûts d'investissement assez importants, notamment au niveau des matériels, et donc un modèle qui est plutôt sur le online et qui, pour le coup, marche plutôt pas mal, en tout cas en ce qui concerne la Fnac. Sur les sites web, en fait, on fait du B2C avec donc la vente aux particuliers. On fait également de la vente B2B avec nos sites pro et on opère également des marketplaces sur des marketplaces. Voilà. D'accord. Sur cette partie donc paiement hein, dont tu es responsable, c'est quoi vos problèmes principaux, ce que vous rencontrez en ce moment? Alors, bon, tu peux pas ne pas revenir sur la DSP2 et sa mise Voilà. en place, hein. Là, on serait déçus. Tout à fait. Donc bah, c'est là où c'est effectivement un point majeur là depuis un an et demi hein, environ. Donc on se met en conformité par rapport à la réglementation européenne, avec toutes les problématiques que ça pose, notamment concernant les taux de conversion. Et l'authentification systématique. Donc aujourd'hui, effectivement, un des enjeux principaux qu'on a sur le web, c'est de pouvoir optimiser le parcours client et puis de faire du frictionless, déjà d'une part. Et puis ensuite, bon, bien évidemment, la DSP2, ce que ça apporte, c'est la sécurisation du paiement. Donc c'est la sécurisation de la fraude, c'est la sécurisation des impayés. Donc ça, je dirais que quelque part, ça nous va bien. Mais pour autant, effectivement, notre enjeu, c'est surtout de simplifier le parcours client déjà d'une part et d'optimiser le taux de conversion et donc de l'augmenter assez fortement. Mais du coup, est-ce que vous avez senti, hein, mais vraiment, il faut le dire franchement, bah, cette difficulté pour vos clients hein, liée à la DSP2 qui pourrait entraîner des pertes de chiffre d'affaires liées justement à la difficulté des parcours et qui va peut-être renforcer, alors c'est contradictoire, hein, je vais dire peut-être renforcé par l'importance de la vente en e-commerce qui continue à progresser, en partie évidemment au détriment de ce qui est conclu en magasin. Hein. On s'entend bien que tout ça est souvent omnicanal dans le sens du parcours client, mais pour le coup, est-ce que vous avez chiffré ou est-ce que c'est ce type de difficulté à la suite de la mise en place de la DSP2 et où on en est aujourd'hui en fait, Ouais. par rapport à ça. Alors effectivement, tu as raison de soulever ce point. Donc du fait de notre modèle omnicanal, c'est vrai qu'on a eu affaire d'une part pendant cette crise à la fermeture des magasins, ou en tout cas un certain nombre de nos magasins situés principalement dans les centres commerciaux. Hein. Donc effectivement, on a senti une chute du chiffre d'affaires sur toute la partie proximité, mais effectivement, on s'est un peu rattrapé sur le web dans un contexte assez difficile qui était celui effectivement de la mise en place de la DSP2. Alors, on a un petit peu senti les effets en termes de chute de taux de conversion, mais en fait pas tant que ça parce que finalement Fnac Darty était déjà dans une démarche de sécurisation de ses paiements avec notamment le 3DS V1. Donc quelque part pour nous, alors hormis les problématiques d'implémentation technique, de l'instabilité un peu du système, de l'intégration avec nos PAT, on a effectivement senti une petite chute
du taux de conversion. Alors pas en volume hein, sur le chiffre d'affaires, Évidemment. voilà, et sur Parce que l'activité. l'augmentation au volume, elle masque quand même un peu Tout à fait. justement d'éventuelles difficultés quand même. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais par contre, en taux de conversion, effectivement, on a senti un petit peu comment dire, l'effet authentification forte, Ouais. avec, je dirais, je situerais ça aux alentours de 3 points à peu près en moyenne, 3 à 5 points de baisse de taux de conversion. Et aujourd'hui, effectivement, le challenge pour nous, c'est de pouvoir revenir à des niveaux qu'on avait pu avoir par le passé, voire de les améliorer Moi, j'allais dire, voire de les améliorer, parce que Tout à en fait. fait, à partir du moment où on bascule, enfin, en général, moi, je dirais que quand les gens sont à la caisse, bon, ils vont finir par payer. C'est-à-dire le fait de, il y a des gens dans des points de vente qui, pour des questions de paiement, finalement, n'achètent pas, c'est rarissime. Hein. Faut dire la vérité. Quand on est à distance hein, et qu'on rencontre des difficultés, bah, il y a ce sujet probablement d'alternative, mais aussi de rendre tout ça fluide pour le consommateur. Parce que bon, il suffit pas que on ait probablement 50 moyens de paiement affichés sur une page de paiement, mais il faut aussi que les choses, le cas échéant, puissent s'enchaîner si on a un échec sur un moyen de paiement par rapport à un autre. Est-ce que tu confirmes cette appréciation, hein, qui est un peu une appréciation de client, mais j'aimerais bien t'entendre sur ce point. Tout à fait. Alors, J'ajouterais, pardon, effectivement que c'est peut-être un peu difficile pour Fnac de voir l'impact de la mise en place de ces nouvelles méthodes d'authentification, dans la mesure où il y a un maillage magasin extrêmement fort, d'une part, et où, effectivement, ça a été dit, la croissance est très forte. Peut-être qu'il y a d'autres acteurs dans d'autres secteurs, peut-être plus liés à l'impulsion, à l'achat d'impulsion, qui, effectivement, quand le paiement se passe mal et qu'on est purement pure player, et ben, on passe à autre chose hein, et la vente est perdue. Peut-être moins le cas pour Fnac. alors oui, alors au-delà effectivement de l'effet authentification forte avec une chute du taux de conversion qu'on essaie d'optimiser aujourd'hui par le biais des exemptions, hein, par exemple, effectivement ce qu'on constate, enfin on souhaite aujourd'hui pouvoir améliorer la conclusion de la vente, si je peux dire. Alors, en facilitant déjà d'une part le parcours client en passant des exemptions, mais également en essayant de proposer d'autres alternatives de paiement. Le 3 fois sans frais, par exemple, peut être une solution. C'est quelque chose qu'on essaie de développer pas mal pour effectivement inciter à l'achat et conclure, tout à fait. Et puis ensuite, bon, il y a également une problématique qui est peut-être aussi liée au contexte, qui est une problématique comment dirais-je, de pouvoir d'achat, dans le sens où on constate quand même pas mal de transactions qui n'aboutissent pas parce que, par exemple, les porteurs, alors soit dépassent leur plafond, soit n'ont pas suffisamment de fonds, et ça, c'est un élément et un axe de développement qui peut également être intéressant pour nous, pour effectivement pouvoir conclure les ventes, ouais, et favoriser les achats en fait et la croissance du chiffre d'affaires. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, parce qu'il y a toujours, hein, dans les paiements, il y a toujours la question de la fraude. Enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure. Hein, il n'y a pas que la fluidité, il faut quand même à la fin être sûr qu'on va être payé. Tu as dit hein, que par ailleurs il y avait aussi dans un modèle Fnac qui avait beaucoup de franchises, etc. Et tu as évoqué le fait que vous étiez vraiment déjà beaucoup, enfin vous utilisiez les systèmes d'authentification forte hein, qui auparavant étaient facultatifs et qui sont maintenant obligatoires. Ça vous distingue quand même, je dirais, de gens plutôt qui viennent de ce qu'on appelait avant les pure players. Alors, on va pas citer de nom, mais tout le monde comprend de qui il s'agit, qui eux utilisaient très peu des systèmes d'authentification. Donc par rapport à ça, c'est quoi votre position? Est-ce que vous voulez être garanti? Est-ce que vous acceptez dans une certaine mesure de prendre un risque ou au contraire des gens qui vous proposeraient d'être garantis moyennant des prix, des prix compétitifs? Est-ce que c'est un élément important pour vous en termes de choix de moyens de paiement? Oui, tout à fait. Bah, aujourd'hui, on essaie de s'inscrire quand même dans un modèle assez vertueux. Et donc effectivement, voilà, être garanti, avoir la garantie de pouvoir être payé pour nous aujourd'hui, c'est important.
je dirais que oui, aujourd'hui, c'est un des axes, c'est de renforcer nos taux de fraude, hein, donc les abaisser au maximum. Et puis, en même temps que l'on propose un parcours fluide aux clients, et effectivement, aujourd'hui, avoir la certitude qu'on va être payé, c'est effectivement quelque chose qui est quand même assez important pour nous, ouais, tout à fait. Merci Marc. On va changer complètement de secteur d'activité. On va donner maintenant la parole à Charles Tandonnet d'Orchestra. Alors, je précise qu'Orchestra, mais Charles va nous en parler de manière un peu plus détaillée, Bonjour à tous. n'est pas le détaillant spécialisé dans le monde de l'enfant, de l'enseigne, mais ce n'est pas de cet orchestre-là dont on parle, mais plutôt d'un éditeur de logiciels. Charles, est-ce que tu peux d'abord nous dire qui vous êtes avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, effectivement, merci. Je vais effectivement présenter un peu plus Orchestra, qui est sans doute un petit peu moins connu que Fnac, Darty, voilà, de marque. Orchestra, donc, éditeur de logiciels depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Dans le secteur assez précis et défini du tourisme. Et donc, nous sommes en B2B, donc c'est tout à fait normal si vous n'avez pas entendu parler de cette société et de ce qu'elle produit. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est derrière la majorité des agences de voyage françaises et on leur fournit, donc en tant qu'éditeur de logiciels, on leur fournit une plateforme SaaS qui, de bout en bout de leur chaîne de valeur, leur permet d'aller sourcer leurs produits, leur permet d'aller gérer leur catalogue, puis après d'aller l'augmenter en termes de connaissances, en termes de marketing, éventuellement aussi la capacité à produire, donc faire de l'assemblage entre différents produits de tourisme, donc des billets d'avion, des chambres d'hôtel, pourquoi pas des activités et des services, et ensuite eh bien toute la partie de distribution qui est une part bien entendu cruciale, avec d'un côté la distribution en B2B, donc l'agence de voyage brick and mortar traditionnelle, mais aussi tous les OTA, ce qu'on appelle les online travel agencies, qui sont du coup les sites internet de distribution. Et donc, Orchestra, on va fournir un logiciel SaaS, une plateforme SaaS qu'on va paramétrer pour nos clients de manière à répondre à leurs problématiques. Et moi, en tant que directeur produit, mon rôle est de comprendre les besoins de nos clients et de nos prospects pour leur rapporter une solution technologique. Et dans ce cadre-là, hein, le rôle d'un éditeur de logiciels, c'est bien entendu de répondre à des besoins, de permettre à des clients de faire, d'avoir leur activité. Et la partie paiement est bien entendu extrêmement cruciale pour l'entreprise d'une part, pour pouvoir tout simplement se nourrir, et pour le client final, donc, et tout simplement la qualité de service qu'on va pouvoir leur apporter. Très bien, merci Charles. Alors, il se trouve qu'avec Marc, on a un passé commun de métier d'éditeur de logiciels d'encaissement. Hein. Donc, à titre personnel, on comprend bien ce dont tu parles. C'est sûr qu'il y a le système d'encaissement et il y a le paiement. Et évidemment, on espère que les deux communiquent parfaitement. Et c'est sûr qu'en tant que fournisseur des distributeurs, retail, l'industrie au sens large, évidemment, tu ne peux qu'être sensible aux besoins des clients et de la nécessité de leur proposer au moins de s'interfacer avec beaucoup de systèmes qui permettent le paiement. Comment tu en es venu à cette intégration des solutions SSP? Est-ce que c'est vous, Orchestra, qui avez imaginé ça et par rapport à quel type d'usage de vos clients ça se positionne? Oui, alors, de manière peut-être presque philosophique, Orchestra, on va se considérer comme agnostique en termes de système de paiement. C'est-à-dire qu'une partie de nos clients sont déjà très implantés, sont parfois même des acteurs importants de la grande distribution, et donc arrivent avec leur système. Et donc, un éditeur de logiciels de notre taille, sur un secteur souvent de niche, qui fait partie de leur activité, mais qui reste une niche de leur activité, on va devoir s'adapter à une partie de leur écosystème. Donc, dans ce cadre-là, on est connecté avec une vingtaine de systèmes de paiement. Je dis système au sens large, parce qu'il y a à la fois des systèmes de paiement plusieurs fois, des systèmes vraiment de PSP classiques ou des plus gros acteurs. Et donc,
tout ce qu'on va effectivement essayer d'apporter, c'est un conseil du meilleur choix dans les différents cas de distribution. Voilà, sans aller forcément pousser, être acteur ou être marié avec l'un ou l'autre, on va essayer de fournir la meilleure solution en fonction du besoin particulier de chacun de nos clients. Et dans ce cadre-là, quand on parle du besoin de nos clients hein, de manière globale, et là je vais devenir assez pragmatique, quand on regarde un produit de tourisme, c'est un produit qui a deux caractéristiques principales. Le premier, c'est qu'il y a un besoin d'anticipation très important. Voilà. C'est basique, mais les vacances, c'est quelque chose d'important. On a envie parfois d'y penser un petit peu en amont. Donc, on s'y projette longtemps à l'avance. Ça a un impact sur le planning. Ça a parfois un impact presque légal avec des délais d'obtention de visa. Et voilà. Et puis le fait que ce soit un achat plaisir fait qu'on aime bien y penser longtemps à l'avance. La deuxième partie, c'est que c'est des paniers moyens qui sont souvent très élevés. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a forcément une multiplication des points de contact avec le client pour la vente. Voilà, avant sa signature en quelque sorte, hein, au sens acceptation d'une offre et signature d'un contrat de vente en quelque sorte. Puis après, tout au long du processus de vente en post-booking, après la réservation, pour le paiement de la compte, le paiement du solde et bien entendu la communication de toutes les informations qui peuvent être nécessaires pendant l'avant-vente, donc pendant l'avant départ, pardon, et du coup pour pouvoir aller communiquer les billets d'avion, les vouchers hôtels et toutes ces informations-là importantes. Et le paiement là-dedans Ouais. est extrêmement important parce que c'est souvent quelque chose d'assez painful, d'assez douloureux. Du fait des paniers moyens, qui fait que c'est un point de tension important et c'est énormément de temps. Même si c'est pas un risque, puisqu'en termes de fraude, on est assez sécurisé par la typologie de produit. Eh bien, en termes d'énergie mise par chacun des acteurs, c'est une énergie très importante pour aller rappeler le client, pour aller le faire revenir en agence, pour aller lui faire changer de carte bleue, voilà, et inversement. Ouais, j'ajouterais, merci Charles pour cette présentation. J'ajouterais que troisième caractéristique de l'achat voyage, c'est que c'est souvent un achat composite, hein, avec du vol, de l'hôtel, parfois de voiture, etc. Et on l'a vu d'ailleurs dans la migration des SP2, tout ce secteur-là étant arrêté, ces problématiques de paiement composite avec des plateformes et des circuits monétiques très complexes a pu poser de problème, ce qui a amené la Banque de France à temporiser sur la migration de ce secteur. Migration d'ailleurs qui est remise à l'ordre du jour, hein, je le signale pour nos amis marchands du voyage qui sont sur ce problème. Aujourd'hui, il faut y aller et il faut basculer et faire basculer sa conformité des SP2. Voilà. Alors, cette problématique-là des SP2 est effectivement une part importante de ce qui nous occupe hein, en termes de paiement. On a la chance, en tant que structure assez légère, hein, 75 collaborateurs dans Paris et quelques bureaux à Dijon, à Séville, on a la chance d'être très réactif et du coup de plutôt être en attente des différents systèmes qui vont nous fournir des informations pour pouvoir du coup se mettre en conformité. Alors, on reste en second plan et souvent nos acteurs, nos clients eux-mêmes sont encore un cran après. Donc c'est vrai qu'en termes j'ai pas de pression réelle, je ressens pas en tout cas de pression réelle sur cette partie-là, enfin, sur ce basculement des SP2, dans le sens où on va au plus vite que nos capacités ou que l'écosystème nous permet d'avancer. Dans ce cadre-là, c'est assez sécurisé, même si c'est effectivement un point très important, parce que les produits et les montants des paniers fait que c'est un secteur qui est très très intéressant pour de la fraude. Ouais, là, juste en complément sur ce sujet-là, puisqu'on a l'occasion qu'il y a peut-être d'autres, il y a des acteurs du tourisme hein, qui sont concernés pour que les choses soient quand même assez claires. Je pense que les pouvoirs publics ont très bien compris que c'était quand même assez compliqué en ce moment dans ces métiers. Ils n'ont pas vraiment envie de rajouter des difficultés supplémentaires. Sauf sans doute pour tous les cas où en fait l'authentification forte elle est simple à faire et d'ailleurs elle est souvent déjà réalisée hein, parce que on va penser que les acteurs du tourisme ils se sont mis en dehors du sujet en disant qu'ils arrêtaient complètement de faire de l'authentique forte hein. C'est pas du tout le cas très loin de là et on le voit d'ailleurs dans les statistiques hein. Donc la meilleure preuve je dirais de la bonne volonté
des régulateurs, c'est de permettre que dans tous les cas où on dit émiter, hein, parce que souvent dans la complexité des paiements, il y a une part qui se fait en présence du client, puis une part qui se fera sans sa présence. Donc dans cette partie émiter, ce qui sera demandé, c'est que le émiter soit fait comme il doit être fait, mais bon, sans pour autant de telle manière à ce que justement il reste hors champ de la DSP2. Voilà. Mais je voudrais quand même revenir, Charles, Pour répondre à ta question initiale, voilà, j'ajoute juste à ce que tu viens de remarquer qu'on a souvent le passeport du client en main au moment où il réserve. Donc, en termes d'authentification, on est sur souvent des niveaux très élevés de sécurité. Mais effectivement, pour répondre à ta question, et pourquoi est-ce qu'on est du coup intéressé par SSP, et pourquoi est-ce que, alors je ne sais plus exactement si on est allé voir SSP, si SSP nous a contacté en termes de voilà, en termes de collaboration, c'est que tout simplement que le montant des paniers fait que très très régulièrement, les virements sont nombreux, les virements sont difficiles à obtenir, pas difficile dans le sens où c'est un combat avec le client, c'est juste que la technologie nous permet pas simplement et de manière confortable d'aller les récupérer et d'aller solder ces dossiers. Là, on a régulièrement des problématiques même de cartes qui expirent avant le départ. Voilà, donc on prend un acompte, mais entre le moment où l'acompte est prélevé et où on va aller chercher le sol, eh bien la carte expire. C'est toute la partie, ce qu'on appelle la booking window, la fenêtre de réservation, entre le moment où il y a le booking et le moment où il y a le départ, qui fait que ça complexifie beaucoup. Et dans ce cadre-là, eh bien effectivement, on pourrait un voyagiste avoir immédiatement un virement du solde de son voyage pour de la dernière minute aussi, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et dans ce cadre-là, la solution SSP est extrêmement prometteuse. Et globalement, hein, le paiement par virement est quelque chose qui nous paraît dans le domaine du tourisme. Et là, en tant qu'éditeur de logiciels, on pense que nos clients vont en profiter vraiment. On est déjà dans les premières implémentations avec SSP et je suis sûr que même si on n'a pas forcément de chiffres maintenant à communiquer, que ça va apporter énormément de valeur à la fois aux voyagistes en termes de sécurisation, mais aussi à l'utilisateur final en termes de confort dans son parcours client. Oui, c'est clair. Bon, j'ajouterais que souvent dans le tourisme, je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais il y a aussi assez fréquemment des questions de coûts, parce que les marges ne sont pas forcément gigantesques dans ces métiers-là, et donc, et souvent il y a de l'international et tout ça, et les coûts aussi des paiements par carte peuvent être quand même relativement élevés. Est-ce que tu confirmes que ça peut être aussi un moteur, ce sujet de combien coûte le paiement? Bien entendu, effectivement, le fait d'avoir de multiples paiements et qui sont souvent avec des montants fixes plus variables en termes de coûts, la partie aussi charge humaine qui en fait, il me semble, est encore au-delà en termes de valeur que le montant potentiel sur un paiement, mais entre la charge humaine et la charge de travail générée pour des acteurs du tourisme, plus effectivement les coûts de ces paiements, cette partie-là a énormément d'impact. J'aime bien parce que tu disais des marges pas gigantesques. Tout à l'heure, Marc employait le terme on a senti une chute pendant la crise. Nous, on n'a pas senti de chute pendant la crise. Ça a été un arrêt complexe, c'est un direct. On ne fait pas des marges gigantesques, c'est des petites marges, c'est des métiers à petite marge. Heureusement, à panier moyen élevé, mais à petite marge. Et donc, c'est vrai que on a besoin d'avoir cette action de quincaillier et d'aller compter la caisse, compter les centimes et d'aller à chaque fuite de valeur en quelque sorte, en tout cas à chaque service, aller prendre voilà, la solution qui d'une part demande le moins de travail humain, le moins de coûts possible et enfin le plus de qualité client, même si souvent on va essayer de mettre la qualité client en premier. Merci beaucoup, Charles, hein, c'est très complet. Je pense que l'ensemble des professionnels du tourisme vraiment se retrouvera dans ces problématiques. Donc maintenant qu'on a fait parler la demande,
il y a beaucoup d'attentes et donc il y a du suspense sur ce que peut ou propose SSP et dans le cas de l'initiation de paiement par rapport à ce paysage qui vient d'être brossé. Donc il dit merci de nous accueillir. Nous sommes chez SSP là ce matin, enfin pas tous mais quelques-uns pour préparer et participer à cette table ronde. Et donc il dit SSP. Alors SSP n'est pas forcément très connu en tant que SSP. Enfin, bonne notoriété, mais vous avez un passé aussi. Enfin, peut-être que tu peux un petit peu replacer SSP dans cette perspective historique. C'est toujours intéressant de savoir d'où viennent nos différents fournisseurs. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Oui, SSP, c'est Secure and Secure Payment. C'est une activité de plus de 30 ans historique sur la sécurisation des paiements par chèque avec la solution chèque service. Forcément, on sécurise depuis très très longtemps les chèques, notamment chez Fnac Darty. Tout à fait. Plutôt Darty. Et donc du coup, effectivement, on a fait un spin-off de cette activité de Worldline, puisque effectivement le chèque est un moyen de paiement qui est en diminution dans les usages, qui a été impacté aussi à travers l'effet Covid, donc pas par la fermeture des magasins, puisque là effectivement quand ils étaient fermés il n'y avait plus de chèques, mais également par l'usage. On constate une baisse plus forte depuis le Covid sur l'utilisation du chèque. Je pense que vous constatez aussi de l'ordre de 15 à 20%. Voilà, donc nous, on a des algorithmes, on sécurise les paiements par chèque aussi bien en amont, et ensuite on va garantir les paiements. Donc on a fait un spin-off de cette activité de Worldline pour pouvoir proposer cette solution et ce système sur le prélèvement, en se disant effectivement le prélèvement est aussi un moyen de paiement qui est répudiable, qui est à risque. Pourquoi? Parce qu'il est souvent utilisé pas pour un acte de paiement, mais pour du paiement récurrent ou pour du paiement qui va avoir lieu plus tard, paiement de facture de fin de mois, etc. Et il est très peu pratiqué en France comme un acte de paiement. Et effectivement, quand on parlait de Sofort ou d'Ideal, le prélèvement est très utilisé dans ces pays nordiques. Et là, on constate que le prélèvement est un véritable moyen de paiement. Donc, on s'est dit, si on sécurise le prélèvement, on va pouvoir proposer une solution et faire en sorte que le prélèvement devienne un moyen de paiement. Puis là-dessus est arrivé la DSP2. Nous avons faire la demande auprès de la CPR pour être établissement de paiement. On a demandé les services 7 et 8 qui sont les services d'agrégation d'informations de services de paiement, l'AIS, et le PIS qui est l'initiation de paiement par virement. Et du coup, effectivement, là, on avait enfin une solution complète de paiement puisqu'on allait avoir sécurisé le couple IBAN porteur, ce qui est vraiment le plus important, de se dire aujourd'hui, un IBAN qui m'est fourni, je le sécurise, je suis sûr qu'il appartient bien à ce porteur-là, pour pouvoir mettre en place un prélèvement et faire signer un e-mandat, là pour des paiements qui ne seront pas immédiats, mais pour des paiements qui vont avoir lieu plus tard. Et le PIS, qui est une initiation de paiement par virement, qui lui est vraiment pour le paiement comptant. Et là, on a vu effectivement tous les avantages qu'il proposait, un parcours fluide, notamment quand on est en web to app. Là, on pourra vous faire une démonstration de web to app. Mais on va le faire. Voilà, et là, effectivement, c'est très fluide, ça fonctionne très très bien, qui est irrévocable. Donc là aussi, ce côté irrévocabilité est très important, avec une authentification forte faite par la banque. Donc là, pas de fraude possible, et surtout un coût qui est très faible, puisque ce n'est pas un coût en pourcentage du montant de la transaction, mais c'est un coût à la transaction. Et donc effectivement, plus les paniers sont importants, plus il y a un intérêt pour l'initiation de paiement par virement, puisque l'écart sur le coût de la transaction commence à être assez considérable. Et ensuite, effectivement, il y a ce côté irrévocabilité. Et d'avoir créé une solution qui a le pendant virement-prélèvement, j'en parlais justement avec un acteur il y a quelques années, il me dit, moi, j'ai Sofort, je ne sais pas le flux, s'il est tiré ou poussé, peu m'importe. L'important pour moi, c'est que je puisse avoir toutes les modalités de paiement. Et effectivement, le paiement compte à compte, c'est ce qu'il propose. Il propose de pouvoir proposer, soit en virement, soit en prélèvement, du paiement comptant, du paiement différé, du paiement en plusieurs fois, du paiement récurrent. On peut faire de la caution, on peut faire de l'encours,
on peut faire de la préautorisation, enfin, on peut faire beaucoup de choses, et ceci complètement digitalisé, donc c'est complètement omnicanal, puisqu'on peut l'avoir aussi bien en mode SaaS en magasin, ou intégré, et dans le cas d'Orchestra, on a aussi intégré beaucoup de RP dans un peu différentes verticales pour être intégré directement dans l'outil utilisé, et également en PSP, donc soit accessible en API, soit directement en API de notre plateforme de paiement, puisqu'effectivement, de nombreux marchands nous ont dit, écoutez, votre solution nous intéresse, mais on ne va pas arrêter de prendre la carte, et effectivement, on veut pouvoir créer, et c'est comme ça qu'on a construit la plateforme de paiement, une plateforme de paiement qui est dynamique, c'est pour ça qu'on l'appelle Dynamic Payment Acceptance, c'est une plateforme d'IPA, qui permet d'augmenter le taux d'acceptation et de conversion, puisque à chaque fois qu'on va avoir un refus sur un moyen de paiement, on va faire un retry dans un autre moyen de paiement. Donc j'ai un refus carte, pas de problème, c'est un refus plafond. Je vais pouvoir rattraper ces transactions en initiation de paiement par virement. Le client, il a l'argent sur son compte, il veut payer, mais c'est sa carte qui le limite. Donc là, pas de souci, on va faire une initiation de paiement par virement, qui, s'il a le solde, va pouvoir être réalisé. Également, quand on va avoir un échec en initiation de paiement par virement, on va pouvoir la rattraper en prélèvement. Et on va sécuriser ce prélèvement en scorant la transaction, en sécurisant cette transaction et aussi en apportant éventuellement une garantie si le marchand le souhaite. Et du coup, on peut intervenir sur toutes les modalités de paiement, sur tous les canaux. Et c'est l'outil en mode SaaS qui va être intéressant puisqu'effectivement, ou intégré, puisqu'on va avoir un front qui permet de créer une transaction et un back-office qui va pouvoir surtout favoriser le lettrage et de s'y retrouver. Puisqu'effectivement, la plupart du temps... Moi, c'est une raison de revenir là-dessus, parce qu'un des sujets quand même, c'est effectivement, et c'est l'intérêt soit de l'initiation de paiement, soit du prélèvement, c'est cette facilité de rapprochement dans le back-office. C'est une problématique énorme, hein, parce qu'on entend toujours souvent ça sur l'acteur principal en France en matière de paiement. Le principal commerçant qui est la Direction Générale des Finances Publiques, c'est une blagounette, hein, mais enfin c'est les gens qu'on paye quand même assez souvent. Je parle pas des impôts et tout ça, hein, parce que la Direction Générale des Finances Publiques c'est bien au-delà de ça. Ils disent que ils n'arrivent aujourd'hui à rapprocher automatiquement que la moitié de leur paiement. C'est-à-dire que utiliser ce type de solution, c'est aussi un moyen de renforcer l'efficacité opérationnelle. Tout à fait, c'est un vrai enjeu, et notamment quand on recevait un virement, de qui est ce virement, à quelle transaction, à quel achat il fait référence, c'est effectivement assez compliqué. Donc, effectivement, quand on est complètement intégré dans l'outil, ou alors qu'on est en mode SaaS, on va avoir ces informations dans le back-office qui vont permettre de faciliter le lettrage et le rapprochement. Peut-être avant de passer à la démo, je ne sais pas si on est prêt pour la démo, je demande à la technique. Donc, si on est prêt pour la démo, non mais peut-être de cerner quand même des cas d'usage qui sont dans lesquels toi tu vois que y a une demande. Enfin, ouais. Bon, on a évoqué ces sujets déjà, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. Donc, nous, on a déjà développé plusieurs business units sur la santé. On avait gagné l'appel d'offres des hôpitaux publics, du ministère de la Santé. Donc, on a intégré les 23 logiciels de gestion du patient qui vont permettre de pouvoir encaisser le reste à charge. Un enjeu majeur dans le secteur de la santé. On a intégré des plateformes comme Visiodent ou même une marketplace comme Formazone qui permet effectivement de pouvoir, là encore, proposer une alternative à la carte bancaire, notamment sur des paiements récurrents chez le dentiste, etc. On est aussi beaucoup présent dans l'automobile et la mobilité. Donc, sur cette partie-là, on a mis en place la plateforme de paiement aussi bien pour PSA au niveau groupe où on propose toutes les solutions, c'est-à-dire du paiement comptant, du paiement différé, du paiement fractionné. L'entrée sur la plateforme se fait par la modalité de paiement, puisqu'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour le client, c'est de dire qu'est-ce qu'on me propose? Est-ce que je peux payer tout de suite ou est-ce que j'ai des facilités de paiement? Est-ce que je peux payer plus tard? Et pour le marchand... c'est ce que disait Marc tout à l'heure. Enfin bon,
Alors, on sait que c'est la préoccupation principale en France par rapport aux élections présidentielles, c'est le pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que bon, il y a des gens qui ont un certain pouvoir d'achat et qui aimeraient bien profiter de certains produits sans attendre nécessairement d'avoir mis des pièces dans le cochon tous les mois pour pouvoir utiliser les services ou les biens appropriés, quoi. Ça, et le marchand, justement, de l'autre côté, comment je vais sécuriser mon paiement? Quelle facilité de paiement je vais pouvoir proposer pour optimiser mon taux de conversion? Quels sont les différents moyens de paiement que je vais pouvoir proposer? Sachant qu'effectivement, le gros enjeu, c'est le taux de conversion et le coût. Et là, effectivement, l'initiation de paiement par virement permet d'augmenter ce taux de conversion, notamment lorsqu'on a ces échecs. Donc, on vient aussi souvent, parfois en backup. Par exemple, Ikea nous a mis en backup, dire moi, quand je vends une cuisine et que j'ai des montants importants, je vais pouvoir proposer un backup. Club Med, sur les voyages, nous a intégré non pas à travers son outil, mais directement sur son site. Il a intégré les API de CFDB qui permet de pouvoir proposer du virement ou du prélèvement, puisque très souvent aussi dans ces cas d'usage, on est sur du paiement en 2 ou 3 fois. Oui, oui. C'est-à-dire j'ai un premier paiement à la commande, oui. J'ai un deuxième paiement à la livraison ou juste avant le voyage, et puis j'ai un troisième paiement à la pose, qui est souvent même pris par un tiers, puisque c'est le poseur qui va récupérer ce paiement. On est souvent dans la vente à distance, une vente à distance qui est aussi bien sur un site, mais également sur j'ai la commande au téléphone. Par exemple, on vient d'intégrer un logiciel pour les huissiers de justice. L'huissier de justice qui a son débiteur en ligne, généralement, il lui a envoyé un lien de paiement. C'est un peu moins sympa comme job, mais bon. Mais oui, mais oui, il faut bien payer. Il faut bien, et lui, il est là pour récupérer la casse. Et du coup, quand il a son débiteur en ligne, plutôt que de lui redonner la main et lui envoyer un lien de paiement, il initie le paiement directement avec son client, son débiteur qui lui dit oui, je veux bien vous payer. Et là, on exécute le paiement tout de suite et on peut le faire en virement simple ou en virement instantané. Mais la plupart du temps, le virement simple suffit, puisqu'effectivement, on n'est pas à un jour près d'encaissement. Et du coup, effectivement, on va être aussi présent dans le retail, vous l'avez compris, dans le B2B. Là encore, on est sur tous les cas d'usage où dans le B2B, on est sur des gros montants, sur du délai de paiement, avec souvent du paiement à 30, 45 jours, de la caution, et on a aussi créé des solutions B2B, CFDB Pro, qui permet d'avoir du 3-4 fois financé et garanti. Donc là aussi, qui permet pour le B2B d'avoir une solution comparable à ce que proposent aujourd'hui les commerçants, retailers qui s'adressent directement aux particuliers. Très bien, tout ça, ça montre vraiment, parce que on a souvent la question sur est-ce qu'il y a des cas d'usage? Alors c'est quoi les cas d'usage? Je parle d'autres parties prenantes. Je pense que les cas d'usage d'évidence, on les a. On peut en mettre partout, sachant qu'on peut mettre que certaines briques. Par exemple, dans le service, ça va être surtout l'AIS qui va être très demandé. Sécuriser mon couple bon porteur parce que je vais mettre en place des prélèvements, donc les assurances, les mutuelles, etc. vont surtout, eux, utiliser que cette brique d'AIS. Le PIS va être là plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais essayer de rembourser mon client le plus vite possible. Donc on fait aussi du remboursement, on fait pas que du paiement. Et c'est là où l'avantage, c'est qu'on peut faire un flux dans tous les sens, du bénéficiaire vers le payeur ou l'inverse. Bon, je pense que on va faire une petite pause démo. Il y avait une petite question sur le chat qui demande la couverture EMEA de la solution. Ah oui, la question c'est quelle est votre couverture IMIA sur l'initiation de paiement par virement? Alors effectivement, aujourd'hui, on s'internationalise. On a déjà ouvert l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, qui sont ouverts. On va ouvrir le mois prochain la Pologne, les UK. Voilà. Donc petit à petit, effectivement, au fur et à mesure que nos clients nous le demandent, on ouvre des pays. On intègre des plateformes qui nous permettent d'aller toujours dans ces pays-là avec, effectivement, selon les pays, il y a de l'AIS, du PIS ou les deux. Ça va dépendre de l'avancée et de l'intégration, la mise en place des API par les banques dans ces pays-là. Et le but, c'est d'uniformiser notre offre, puisque c'était une volonté du groupe Stellantis, c'était de dire, je veux pouvoir, dans tous ces pays-là, avoir la même offre qu'en France. Donc, c'est-à-dire, on est forcément
en fonction de la réglementation du pays. Stellantis, hein, c'est ce qu'on appelait avant PSA. Quoi. PSA Group, Sauf que maintenant c'est avec Fiat. Voilà, tout à fait. Non, parce que je ne suis pas encore très connu. Et du coup, effectivement, on va proposer aussi bien du paiement comptant, du paiement différé, mais aussi des paiements financés et des paiements financés et garantis. Là, on vient d'ouvrir la garantie de paiement en Allemagne. Mais après, effectivement, il n'y a pas de limite à pouvoir étendre sur d'autres pays, sachant que les enjeux, c'est que d'ici 2 ans, on est couvert toute l'Europe. Et donc, alors après, deux questions complémentaires là. Savez-vous faire l'étape d'une signature électronique de contrat? Et l'autre question, êtes-vous connecté avec des PSP ou vous êtes non interconnectable? Donc en fait, on a souvent en fait on va récupérer on fait pas signer des documents électroniques, seulement on fait signer du mandat et on fait signer souvent on peut avoir dans le même acte la signature d'un devis ou d'une facture qui va être uploadée et du coup on va pouvoir présenter et on va se rapprocher un peu du request to pay, une facture pour paiement ou un devis pour acceptation qui fait qu'effectivement on va y intégrer un lien d'initiation qui permettent, dès lors que le paiement est réalisé, et du coup, ou alors si c'est pas de l'initiation, si c'est du prélèvement, on va faire signer le mandat, de pouvoir faire une signature électronique sur cette facture-là. Mais c'est pas une authentification du document tel que peuvent faire certains acteurs directement sur la signature électronique. La deuxième question qui était... La deuxième question, c'est êtes-vous connecté avec des PSP ou êtes-vous vous êtes non interconnectable? Alors, oui, on est intégré sur SIPS, le PSP de Worldline. Non. Voilà. Ah, mais ça n'a pas été si simple que ça. Je ne pensais jamais ça entre cousins. Voilà. C'est toujours compliqué. Aujourd'hui, effectivement, un PSP peut intégrer directement nos API, les API de CFDB pour intégrer juste ces briques-là. On peut être intégré directement en API sur le site Internet du client, ou alors avoir intégrer notre plateforme de paiement, notamment avec des systèmes comme ProcessOut, qui permet de pouvoir passer d'un PSP à l'autre. Une question de Bruno. Bonjour, sur quelle solution d'accès aux banques vous appuyez-vous? Alors, Tink et Linkso. On a pris des TPP. Tink et Linkso. Alors, Linkso, c'est pas pareil. Non, alors Tink viennent pas d'être achetés par Visa, ces gens-là. C'est ça, exactement. Alors, effectivement, Tink aujourd'hui, qui montre que Visa croit bien sûr, aux API et aux solutions de virement ou d'accès au compte, au passage. Et donc, du coup, Tink est aujourd'hui très implanté à l'international. Et du coup, on va s'appuyer sur le développement de Tink dans ces pays-là pour pouvoir suivre le développement international de nos clients. Et Linkso, qui était effectivement et qui on avait des approches qui convergeaient sur la France. Donc, ce qui nous a permis l'année dernière, en avril, en plein confinement, de pouvoir lancer l'initiation de paiement par virement. Donc, ces plateformes, elles, vont maintenir les mises à jour des API, ils vont nous interconnecter avec les plateformes de paiement. C'est des choses qu'on pourrait faire, qui sont pas notre métier. Ah, c'est un métier aussi. Hein. Oui, c'est un métier. Ça, c'est pas parce que contrairement à ce qu'on imagine, moi, ce que je vois relativement de loin dans certains groupes de travail. C'est un vrai métier. La mise en place des API, c'est pas long fleuve tranquille. Hein. Non, c'est pas ça. Donc on l'a complètement. On se repose sur ces TPP qui vont justement nous permettre de faire en sorte que on est connecté avec eux et eux vont faire la passerelle vers les autres plateformes. Alors une question sur le virement instantané. On va la prendre maintenant. Moi, je l'avais préparé éventuellement pour après, mais un peu parce que de toute façon, il va bien falloir en parler de ce sujet-là. Comment intégrez-vous le coût du virement instantané du point de vue du payeur dans la transaction? Alors très clairement, c'est le gros sujet. Ils sont un peu trompés de modèle. Il aurait plus fallu peut-être intégrer un coût pour le marchand plutôt qu'un coût pour le payeur. Donc effectivement, alors très clairement aujourd'hui, on initie très peu en instantané. Le virement instantané est vraiment utilisé que dans des cas d'usage très précis où on a besoin d'avoir un paiement qui est acquitté et sûr
et constater pour pouvoir déclencher une prestation. Là, on est avec un gros pétrolier qui va se servir du paiement instantané pour pouvoir réaugmenter ses encours, pour pouvoir faire en sorte que les transporteurs puissent faire leur plein. Quel plein. Ah oui. Oui, parce qu'une fois que le carburant est dans le réservoir ou dans la citerne, c'est difficile à siphonner. Compliqué. Donc là, effectivement, le paiement instantané, il a son sens. Dans le cadre de virements sortants, par exemple pour les mutuelles, de dire on va gagner le plus de temps possible pour indemniser nos clients, on va faire un virement sortant instantané, ça peut avoir du sens. Après, pour la plupart de nos marchands, ils nous disent je suis pas un jour prêt, donc puisque quoi qu'il en soit, un virement, c'est J+1. Il a le même caractère. Il y a l'inflation qui remonte quand même, donc peut-être que ça va, on verra. Il a le même caractère irrévocable, et effectivement, il n'a pas de coût. La problématique en plus, c'est que quand j'initie un paiement, si je l'initie en instantané, je ne peux pas le rattraper en virement. Je suis obligé de faire une deuxième transaction. Et du coup, effectivement, si le client refuse le coût qui lui est présenté par sa banque, parce qu'il y a encore des banques qui proposent des coûts pour le payeur, effectivement, ça fait un échec. Après, effectivement, on réfléchit avec certains acteurs comment intégrer ce coût, s'il y en a un, pour le compenser. Ça pourrait être par un cocktail offert à l'arrivée, ou alors effectivement proposer une prestation supplémentaire, une assurance qui va permettre de couvrir ce coût. Là, on en est qu'au stade de réflexion, parce qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas ajouté du service à nos solutions. C'est tout ce qu'on pourra faire à l'avenir. Hein. C'est encore récent, mais très souvent, ce qu'on nous pose comme question, c'est de dire oui, mais il n'y a pas d'assurance annulation si je fais cette partie-là. Mais la plupart de ces acteurs ont leur propre solution d'assurance annulation. Donc voilà. Très bien, merci pour les gens qui posent des questions. Ça nous permet d'avoir des moments de respiration. Et voilà, donc là, maintenant, on va avoir un autre moment de respiration avec la démo de la solution. Juste sur le coût du virement instantané, il faut pas considérer que c'est quelque chose d'acquis. Hein. Les banques ont mis ça, je pense, je ne sais pas s'il y en a sur le call, mais on pourrait confirmer, ont mis ce coût-là de virement instantané dans l'attente de définition d'un vrai business model, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qui va perdurer. Hein. Enfin, je pense qu'on peut le dire. J'espère. Oui, parce qu'il y a beaucoup, on met la pression, beaucoup d'acteurs qui mettent la pression sur ce modèle-là, mais il peut changer. Non, mais ça perdurera pas parce que il y a déjà des pays qui veulent remplacer purement et simplement le virement par un virement instantané. Hein. Donc c'est le cas en Belgique, par exemple. Leur plan, c'est de remplacer le virement. Ils se cachent pas. Donc on sent qu'il y a un petit côté inéluctable, hein, et il faudra bien que du coup, le modèle économique du virement instantané, il tende vers celui du virement. Après, comme on le dit souvent, enfin, je pense que Eddy, tu as très bien dit, c'est un peu mal fait à la base. C'est-à-dire que les commerçants, ils ont jamais dit qu'ils voulaient des paiements gratuits. De toute façon, la gratuité, tout le monde sait que ça n'existe pas vraiment dans notre monde. Enfin, en tout cas, nous, on est dans un monde marchand, donc la gratuité, c'est. Moi, je pense qu'ils l'ont surtout vu pour le paiement entre deux particuliers qui se font un virement instantané. Oui. Effectivement, là, il y a le coût qui est facturé. Et ça peut représenter un marché pour les banques. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Pas toujours, puisque dans la solution interbancaire française. Pélib entre amis, c'est gratuit. C'est ça. Donc le virement instantané est gratuit. Donc de toute façon, voilà. Bon, il y aura des choses qui seront probablement incluses dans le futur, dans les packages bancaires pour les consommateurs, hein, parce que la carte, souvent, par exemple, elle est dans un package, hein, elle est intégrée dans un paiement mensuel. Et puis à l'autre bout, il y a des gens qui sont payés et qui, moyennant moyen de paiement efficace, peuvent être preneurs. Bon, de toute façon, c'est pas un secret non plus que il y a une initiative interbancaire qui s'appelle EPI, hein, EPI, qui est basée sur du virement instantané. Donc là aussi, tous les acteurs bougent. Bon, nous, en l'occurrence, là, on s'intéresse
non pas au futur, mais à ce qui existe aujourd'hui, hein, parce que c'est bien maintenant qu'on peut et peut-être qu'on doit commencer. Donc, on va regarder comment ça peut se passer pour convaincre tout le monde que c'est possible. Donc là, en l'occurrence, on va faire une démo à travers notre plateforme SaaS. Donc toutes les fonctionnalités de cette plateforme sont accessibles en API. Là, on va créer une transaction. Donc vous voyez qu'ici, il est possible de définir. J'ai pas la main, donc il aurait fallu faire une petite pause. Voilà, petite pause ici. Définir les modalités de paiement qui sont offertes à notre client. Donc soit du paiement immédiat, soit du paiement plusieurs fois, soit du paiement différé. Avec effectivement les différents modes, les différents moyens de paiement qui sont activables ou désactivables, la carte bancaire, du compte bancaire, etc. Avec effectivement un choix entre envoi d'un email ou d'un SMS qui est templaté au nom de nos clients. Voilà. Là, je vais créer une transaction qui va être d'1,23 €, puisqu'effectivement, je vais l'initier en virement et que le virement étant irrévocable, je vais pas mettre un gros virement et c'est vers mon compte. Je vais envoyer le lien de paiement. Excuse-moi, mais ça saute. Voilà, donc là, je fais un lien de paiement pour voir ce que du côté patient, du côté client, ce qu'il reçoit, du côté payeur. Donc là, je vais partager mon téléphone. Vous allez voir, je vais ouvrir mes messages. J'ai reçu un SMS, je clique dessus. Et là, effectivement, la transaction m'est présentée avec les modalités de paiement que le client me propose. Donc là, je choisis ma banque, Société Générale. Et vous voyez, ça va très vite. Il y avait le carte bancaire qui était possible. J'ai proposé d'abord en virement. Et là, je suis orienté vers mon application bancaire qui me présente la transaction d'1,23 €. Elle est complètement lettrée. Et du coup, il est bien précisé que le paiement est irrévocable. Une fois qu'il est accepté, le paiement va être réalisé, exécuté par la banque. Donc là, j'ai l'authentification forte qui peut se faire par la saisie de code ou un Touch ID ou Face ID selon ça dépend des banques en fait, hein, parce que c'est le mode des banques. Aujourd'hui, le seul mode d'authentification forte en France, c'est le redirect. Hein, donc ça veut dire c'est l'authentification forte à laquelle les gens, on peut dire aussi, à laquelle les gens sont habitués. C'est ça. Ils connaissent leur parcours avec leur banque, donc effectivement, ça leur présente pas de soucis. Ils les connaîtront bien, quoi. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas tous, parce qu'ils sont en train d'évoluer, mais bon, on peut imaginer qu'ils les connaîtront bien prochainement. Et là, on va aller voir dans le back-office, on voit bien que le virement, il a un statut validé, et donc du coup, je sais que ce virement-là va être exécuté et que je vais être payé. Et c'est effectivement toute cette approche qui fait que on est dans un parcours fluide, et notamment quand on est sur du web to app, puisqu'effectivement, on connaît le parcours avec sa banque, on a la transaction qui est présentée, il n'y a aucune saisie d'informations sensibles, puisque là, ni le bénéficiaire ni le payeur n'a donné à l'autre des informations de paiement qui pourraient être réutilisées, puisqu'effectivement, le bénéficiaire qui sait depuis quel compte il veut, il n'a pas besoin de donner son IBAN, il va initier depuis ce compte-là, et c'est le client qui, dans son interface, va choisir le compte, ou alors, si effectivement il n'y a qu'un compte, ça va initier directement vers ce compte-là. Et du coup, on est dans des parcours très fluides. Lorsqu'on est sur un paiement comptant, ça va être en virement, et lorsqu'on va faire du paiement 2 ou 3 fois, on va pouvoir faire signer, récupérer l'IBAN, puisqu'effectivement, on est sous participant bancaire, donc ce qui fait qu'on a accès aux informations d'IBAN du compte, qui va nous nourrir automatiquement l'IBAN dans le e-mandat, qui fait que dans le même canal, il va signer son mandat pour pouvoir mettre un paiement mixte, un premier paiement en virement, et puis derrière 2 ou 3 paiements. Et c'est de la même façon que tu peux donc le rembourser éventuellement. Je peux le rembourser parce qu'effectivement, j'ai l'IBAN du client. Et quand je n'ai pas, si mettons le client il a fait un paiement carte et je veux le rembourser, là on peut faire qu'un AIS et on va faire un lien d'agrégation. Le client va choisir son compte, on va récupérer son IBAN et derrière je vais pouvoir rembourser le client sur le compte qu'il a choisi. Donc on peut très bien adresser un email au client en lui disant voilà, on souhaite vous rembourser, merci de sélectionner votre compte en banque et automatiquement sans qu'il ait à faire sa saisie d'IBAN, il va pouvoir s'authentifier auprès de sa banque, on va récupérer l'IBAN et on remboursera sur ce compte-là. D'accord, il n'aura que à s'identifier sur sa banque en ligne. Il n'a pas besoin de ressaisir d'IBAN, de fournir un IBAN. D'accord. Ouais. Ça, c'est un usage assez intéressant, hein, parce que notamment avec le développement e-commerce, si on veut que les gens
rachètent, mais peut-être même pourquoi pas en magasin, hein. Le fait que les clients sachent, enfin qu'ils sont effectivement remboursés, hein, ça sera encore plus vrai quand le virement sera instantané. C'est quand même assez, c'est quand même Bon, assez. là, on a eu le cas chez les voyagistes où ils avaient pas mal de remboursements à faire à Ah leurs oui, clients, malheureusement, ouais. avec forcément des moyens de paiement qui n'étaient pas enregistrés ou qui étaient en carte, et du coup, bah, ils ne pouvaient pas rembourser leurs clients. Et du coup, on a fait des campagnes d'email qui permettaient d'authentifier le compte et de pouvoir rembourser le client directement sur ce compte ensuite. Il y a une question là sur est-ce qu'il faut avoir une appli sur l'iPhone, sur son téléphone? Bah, faut l'appli de la banque, hein, évidemment. Ça Alors, passe pas forcément. nécessairement, Non, non? non, non. Ça, là, c'est quand on est en web to app. Donc, web to web, c'est Ouais. vraiment, je passe sur mon application bancaire, mais la plupart des banques sont encore en web to web. C'est-à-dire que, bah, effectivement, c'est la page de la banque qui va s'ouvrir sur l'explorateur. Donc, on n'a pas à être sur l'application, mais on va avoir la page de la banque qui apparaît directement sur son navigateur. D'accord, mais la validation se fait bien sur le mobile, non? Un peu comme une Oui, après, authentification. Ah bah oui. Voilà. ça peut être mobile ou ça peut être dans son mail, puisqu'effectivement, quand on est sur un ordinateur, on reçoit un mail, on clique dessus et on va être réorienté sur la page de sa banque. La transaction est présentée, on s'authentifie et on valide la transaction. Donc le web to app est vraiment là la tendance qui est de généralisation, hein. Aujourd'hui, toutes les banques vont sur du web to app, où là c'est le plus clair, on est dans son espace bancaire, c'est fluide. Alors que sur du web to web, c'est moins simple, mais sur du e-commerce, c'est vraiment. Dans les sujets qu'on avait hein, au départ, hein, mais je l'ai évoqué, hein, moi, de ce que j'entendais dans les différents groupes de travail sur la mise en place de ces API, c'est qui est accessible, qui n'est pas accessible, etc. Par rapport à ça, sur la France aujourd'hui, en tout cas, Ouais. c'est quoi le sujet? Est-ce qu'il y en a encore un ou est-ce qu'il n'y en a plus? Et deuxième sujet derrière, c'est-à-dire par rapport aux consommateurs, finalement les taux de succès ou différents ou d'échecs, c'est quoi par rapport à ces solutions? Alors, aujourd'hui, c'est 98% des banques qui sont accessibles en API. Il reste encore quelques banques, quelques néobanques qui n'ont pas. En France, hein? En France. Oui, oui, en France. En France. Après, effectivement, selon les pays, c'est très changeant, sachant qu'effectivement, plus on monte dans le nord et plus les banques sont opérationnelles, et plus on va vers l'est et moins c'est le cas. Voilà, donc voilà, ça prend rien. Après, effectivement, selon ces pays, on va avoir justement des API d'AIS ou de PIS qui peuvent être intégrés ou pas. L'autre question, L'autre question, c'est plutôt du côté client, en fait. Est-ce que les gens commencent à s'habituer à ça? Est-ce que c'est compliqué? C'est quoi l'accompagnement pour mettre en place ces solutions? Très clairement, aujourd'hui, le client n'y va pas de lui-même. Enfin, oui, un des sujets, je dis ça aussi parce que tu nous avais expliqué que pour Ikea, par exemple, pour une solution de backup, ils avaient formé beaucoup de personnel. J'ai compris que c'était en partie pour assister les clients. C'est ça. Il faut une procédure vendeur parce qu'effectivement, on le voit aussi chez PSA. Alors, chez Ikea, c'est différent. Et dans tous les cas où on a une contrainte, le client ne peut pas payer. J'ai un échec. Bien forcément, là, il est content que je lui propose une solution alternative. Donc, dans tous ces cas-là, que ce soit pour le voyage, les cuisinistes, le B2B, je propose une solution. Donc là, il y va. Par contre, d'instinct, il ne va pas aller choisir de payer par virement ou par paiement par compte bancaire s'il ne connaît pas. Il va y venir par d'autres solutions tout le temps. Arriver à faire un premier paiement, il va voir qu'ensuite le paiement est fluide et il va revenir. Mais effectivement, là encore, on le voit avec nos clients, on fait un gros travail, c'est comment augmenter le taux d'utilisation de nos solutions. Et là, on travaille sur des procédures qui sont à la fois vendeurs en magasin, pour bien qu'ils la proposent, et deux, effectivement, faire en sorte qu'avec le payeur, on puisse proposer des alternatives pour que ce soit, et des avantages pour que ce soit le plus utilisé possible.
On va profiter de la présence de Marc. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce genre de sujet? Il y a une question juste avant, peut-être on peut la poser maintenant. Si tu veux. Le paiement récurrent. À quand le PIS récurrent sans utilisation de direct débit? Alors, pour le récurrent, effectivement, alors le gros problème du PIS, c'est moi je peux faire un PIS entre guillemets et l'initier d'une façon récurrente. La seule chose, c'est qu'il va demander une validation au payeur systématique. Donc, quand je suis au comptant, le payeur, je lui envoie un paiement, il valide sa transaction. Mais un mois plus tard, s'il valide pas la transaction que je lui envoie, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est que on va faire le premier paiement en PIS et le deuxième en prélèvement, en notifiant bien le client qu'il va être prélevé de ce montant-là. Et pour ça, effectivement, ce prélèvement étant répudiable, malgré tout, il est sécurisé, puisqu'on a une authentification forte à la base, il a signé un mandat, nous, on va le sécuriser et apporter une garantie sur le prélèvement. Ce qui fait qu'effectivement, pour le marchand, il va quand même avoir une sécurisation du paiement. Il n'y a pas un peu de friction au moment de passer du virement au prélèvement, du point de vue du client, non? Aucune, puisque effectivement, j'ai récupéré son IBAN et quand il valide son transaction, je lui fais signer son mandat. Ouais. Donc, il fait une étape de plus qui reçoit un SMS avec 4 chiffres, il valide son mandat et après il va recevoir ses notifications de prélèvement quelques jours avant le prélèvement. Ouais, je ne parle pas du parcours, je parle plutôt d'une réticence effectivement à s'engager dans un prélèvement alors qu'il est parti pour faire. Ouais, mais quand il fait une pré-auto ou quand il fait une empreinte carte bancaire ou il fait un paiement, on le voit hein, très clairement chez les voyagistes où la plupart du temps, tu fais un premier paiement de carte et ensuite il faut rejouer la CB sur le montant qui reste à payer, qui est souvent le plus gros montant, parce que souvent on fait 25% à la commande et 75% avant le départ. Et là, on a très souvent un taux d'échec assez important. Donc, ils sont obligés de faire des relances clients derrière en disant attention, on va faire rejouer votre CB, pensez bien à alimenter votre compte. On est avec le prélèvement, avec une notification à l'avance et effectivement, faire en sorte que lorsqu'on va présenter le prélèvement, le client ait bien l'argent sur son compte. Mais est-ce qu'on n'est pas là sur un sujet d'évolution des API? Parce qu'en fait, c'est pas un cas qui est prévu, en tout cas, par les API STET, hein, mais dans d'autres API que les API STET qui sont utilisées par certaines banques. Ouais. Et dans tous les cas, moi j'avais en mémoire hein, que les API, alors c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais on peut continuer à rêver, elles soient de nature évolutive. C'est-à-dire que bon, effectivement, au fur et à mesure que des cas d'usage nouveaux apparaître, la possibilité de faire évoluer, parce que finalement le sujet là, tel que je le comprends moi, c'est c'est pas tellement de comment je recueille le consentement du client pour ces N fois, c'est comment je traduis vis-à-vis des teneurs de compte cette information que j'ai un accord du consommateur pour cette fois, parce qu'aujourd'hui on sait le faire qu'une fois. Et en fait c'est du MIT, hein, parce que comme c'est du MIT en fait, hein, parce que le prélèvement c'est du MIT et on a dit certaines transactions sont du MIT. Il n'y a pas de raison que du point de vue de l'initiation de paiement. Il n'y ait pas entre guillemets cette possibilité de MIT, parce que MIT c'est pas réservé à de la carte de paiement, c'est un concept où en fait le consentement il a été donné par le consommateur et après la transaction elle est à l'initiative du marchand, ce qui est typiquement ces cas d'usage là. Donc fonctionnellement, réglementairement et tout ça marche. Y compris avec de l'initiation de paiement et du paiement par virement. Il me semble que la brique qui manque, qui va être développée, hein, mais je trouve que c'est malin, hein, de toute façon, de trouver des parades à ça, parce que tout n'est pas prêt en même temps, et puis il ne s'agit pas d'attendre que tout soit prêt pour pouvoir démarrer aussi. Donc, sinon, on ne démarre jamais, hein, ça, on le sait bien, mais en l'occurrence, donc il y a cette solution avec le prélèvement, mais dans le futur, il n'y a pas de raison que se développe pas
des API, enfin dans le transfert d'informations, des API qui intègrent cette possibilité-là et donc qui informent la banque que le consentement a bien été donné pour N transactions. Oui, c'est le cas. Je vois par exemple pour la requête en annulation. La requête en annulation sera disponible à partir du mois de mars pour faire une préautorisation. C'est-à-dire je vais pouvoir moi faire aujourd'hui un AIS pour pouvoir vérifier que le solde est disponible. Donc contrairement à la carte bancaire qui va bloquer la somme sur le compte du client, nous on va aller voir si effectivement la somme est disponible. Et très souvent dans le voyage, entre la réservation et le booking, il va y avoir un laps de temps de quelques minutes et faire en sorte qu'on va pouvoir initier le paiement au moment du booking, au moment où la confirmation du voyage. Là aujourd'hui, vu que j'ai pas la requête en annulation, du coup je suis obligé d'attendre le booking pour faire. Voilà. Ouais. Alors que demain, effectivement, quand j'aurai la requête en annulation, pas de problème, je pourrais valider un virement et si effectivement le booking est en no-go, je peux faire une requête en annulation du virement que j'ai initié. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on le fait du coup en prélèvement, ce qui fait qu'on a le temps de pouvoir l'annuler. Mais effectivement, il y a encore, on n'est qu'au début des usages de l'AIS et du PIS. Les banques ont mis beaucoup de temps à mettre en place leurs API, etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans un... Je sais que les banques, elles sont pas très contentes, parce que un des points, c'est que ça leur a coûté un bras, ces obligations. Et puis l'utilisation des API en question, des SP2, c'est une utilisation pour le moment gratuite, donc pour elles c'est un investissement. Et alors ce qui est paradoxal, c'est qu'elles se plaignent un peu qu'il n'y ait pas de flux, parce que si on fait des développements, mais qu'en plus on n'a pas dans les tuyaux, mais le truc se mord un peu la queue, parce que effectivement il peut y avoir des attentes parce que les API sont pas tout à fait complètes. Moi honnêtement, je pense que là il y a suffisamment de cas pour y aller. Il y a des flux, il y a des cas d'usage possibles. Évidemment, couvrir l'ensemble du paysage aujourd'hui, par exemple, du paysage potentiellement couvert par la carte, plus ou moins bien, c'est pas une évidence d'entrée pour quelque chose qui émerge juste, quoi. Marc ? Oui. Alors. Donc, merci Eddy pour cette présentation. Alors moi, je vais vous parler un petit peu des cas d'usage pour lesquels on a envisagé l'initiation de paiement. Alors, je dois dire qu'au départ, effectivement, tu as parlé de l'activité des cuisinistes. L'activité cuisine aujourd'hui, c'est une activité qui est en place chez Darty. Et effectivement, on se trouve confronté à un certain nombre de problèmes. Donc déjà, un paiement fractionné, initié en magasin, puis ensuite soldé au moment de la pose, de la livraison. Aujourd'hui, l'utilisation du chèque est assez généralisée. Alors, effectivement, on a pas mal de problématiques qui sont liées à ça, les problématiques d'impayés. Alors la fraude un petit peu moins parce que finalement on a quand même le porteur. Voilà, tout à fait. Donc, il faut être gonflé pour se faire installer une cuisine avec un moyen de paiement fraudé, quand même. Tout à fait. Donc la principale problématique, c'est surtout la problématique d'impayés. Effectivement, sur la première partie du paiement, quand on a affaire à un paiement par carte, on peut aussi avoir affaire à des fonds insuffisants ou des plafonds de cartes qui sont dépassés. Donc finalement, c'est le premier use case auquel on a pensé pour l'initiation de paiement. Le deuxième use case auquel on a pensé, effectivement, c'est sur toute l'activité professionnelle. La possibilité de pouvoir utiliser l'initiation de paiement et le virement instantané pour cette activité-là. Alors, ces deux use cases, en fait, sont surtout évoqués à cause du montant qui est quand même assez important. Maintenant, suite à ta présentation, effectivement, je vois que la démultiplication peut se faire au niveau des use cases et notamment chez Fnac Darty. Alors, je pense notamment à tout ce qui est génération de liens de paiement pour pouvoir procéder au virement. Donc aujourd'hui, par exemple, chez Fnac Darty, on a une activité de call center. On constate dans le cas des SP2, par exemple, que la fraude se déporte sur ces activités-là, finalement, où on prend les coordonnées bancaires ou en tout cas de la carte par téléphone. Donc on est très clairement dans une activité moto qui n'est pas soumise à l'authentification. On constate pas mal de fraude, pas mal d'impayés. Donc finalement, l'utilisation d'un lien de paiement avec un paiement de type virement qui peut sécuriser
effectivement la vente et le paiement est aussi finalement un use case auquel on peut penser pour, pour le virement. Je pense également, dans le cadre de Fnac Darty, à tout ce qui est vente de services, où là on a affaire à pas mal de paiements récurrents. Aujourd'hui, la problématique qu'on peut rencontrer sur le paiement par carte, par exemple, c'est des cartes expirées qu'il faut renouveler avec une authentification forte, un enrôlement déjà d'une part, une authentification forte derrière, et effectivement l'initiation de paiement par virement peut être également une solution dans le cadre de ces paiements récurrents en fait. Donc finalement, ça reste quand même assez riche. Et on peut adresser, en tout cas dans le cadre de Fnac Darty, pas mal de use cases auxquels finalement on n'a pas forcément pensé initialement. Donc voilà. Je pense également. Il y avait aussi, oui, pardon. Excuse-moi Marc. Il y avait aussi tous les use cases de remboursement qui étaient souvent cités quand on avait des groupes de travail sur le sujet. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on est dans une autre problématique, mais c'est vraiment un moyen de paiement qui peut être utilisé pour ça. Et ça pèse dans certains secteurs. Alors aujourd'hui, à contrario, bon, les freins que je peux y trouver finalement, c'est quand même, c'est ce dont on a discuté, hein, la charge portée sur le payeur pour initier un paiement. Alors, c'est plutôt intéressant du point de vue du marchand parce qu'effectivement, on n'a plus de charge de ce côté-là. Ne rêve pas. Par contre, effectivement, ça peut être un point de blocage pour un. Mais ça, c'est vraiment que pour de l'instantané. Ouais. Donc en fait, la plupart de vos virements, vous n'avez pas besoin de les initier en instantané, puisque vous avez la même sécurité d'irrévocabilité. Ce qu'il faut, c'est être sûr, c'est ça. Voilà. C'est être sûr. Parce que le marchand, il peut se satisfaire effectivement d'un décalage, à condition d'avoir la certitude que les choses qui va bien être réglées. Ouais, justement. Et justement, les quelques cas, on a eu deux en 2 ans, où effectivement on a eu une annulation, enfin une non-exécution sur un virement, on le garantit. Donc, Alors notamment, bon, ce frein, moi je le voyais principalement sur, alors autant pour des ventes qui sont sur des montants assez importants, ça peut ne pas être un frein, parce que finalement les coûts tournent autour de 1 euro, d'après ce que j'ai pu. Sur les frais de virement instantané qui sont facturés par les banques, oui, entre 80 centimes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc effectivement, pour les montants assez importants, ça peut ne pas être un frein. Par contre, dans le use case de rattrapage d'une vente en e-commerce sur un panier moyen qui est de 15 euros, 30 euros, 50 euros, effectivement, ça peut. Non, mais ça, on ne le fait jamais en instantané, on le fait en virement simple. En virement simple. Ouais, parce que là, en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a un coût d'initiation de virement, mais quelques centimes. Et il n'y a que quand on l'initie en virement instantané que la banque prend. Mais dans tous les cas d'usage, nous aujourd'hui, on n'a qu'un cas d'usage sur tous les cas d'usage qu'on a où on initie en virement instantané. Dans tout le reste, même certains acteurs qui au départ étaient intéressés parce qu'ils entendaient parler du paiement instantané depuis des années, par exemple comme Club Med, nous ont dit finalement, non, on va balayer ce problème de coût pour le payeur. Moi, je suis pas un jour près, je l'aurai le lendemain l'argent, c'est pas très grave. Par contre, effectivement, et là encore, il a la même certitude puisqu'on va lui garantir que l'exécution aura bien lieu. Donc, effectivement, s'il n'y avait pas ce coût-là, on initierait systématiquement. C'est pas évident de savoir à l'avance quelle va être la tarification appliquée par teneur de compte. Oui. Non, c'est pour ça qu'il faudrait faire un forfait qui soit déductible en fonction de la banque, du montant, la transaction. On rentrerait dans ça. On sent pas trop ça. Alors là, je fais la Société Générale, j'ai 80 centimes, je les prends. C'est compliqué en plus. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, moi, je trouve vraiment clairement que on a donc les bases de la demande, une offre. Et tout ça dans un environnement réglementaire, alors certes imparfait, toujours évolutif, etc. Mais en tout cas, on a de quoi faire.
Je trouve que c'est assez enthousiasmant hein, quand on est un peu dans parce que on imagine qu'il y a plein de cas il y a plein d'usages. Moi, j'ai toujours mon cas d'utilisation de l'AIS dans le cas du paiement fractionné pour pouvoir s'ajuster, donc pouvoir permettre à du 3-4 fois d'être beaucoup plus sécurisé par une vision sur les comptes, hein, avec l'accord des consommateurs. Enfin, il y a beaucoup de champs qui sont encore à développer, hein, mais déjà beaucoup à faire aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé notre heure 30. Hein. On a peut-être encore une question ou deux. Comment je mobile sélectionne le web de la banque à partir du SMS lorsque pas d'appli ou si 2 applis? Comment je sélectionne le web de la banque à partir du SMS lorsque pas d'appli ou moi je comprends. Là, c'est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je clique, effectivement, oui. si le parcours bancaire il est en web to app et que vous avez l'application, ça va s'ouvrir sur l'application. Non, mais c'est pas le cas. il y avait Régis Nassiker, excuse-moi, parce qu'en fait, les gens répondent eux-mêmes, hein, donc en fait, on n'a pas besoin. Merci Régis. Hein. Régis qui est chez Exton maintenant, hein. Exton by Accenture. Salut Régis au passage et on le remercie de collaborer. Hein. En tout cas, ça montre que ces sujets, il est suivi, hein, y compris par des cabinets de consulting de haut niveau et spécialisés dans nos métiers. Donc c'est super. Non, mais je pense qu'il faut conclure parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut s'arrêter, même si évidemment vous avez senti tous notre passion. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à participer à ce webinaire. Il n'y a pas de doute qu'on va revenir sur ces sujets de différentes manières, mais encore une fois, peut-être que si vous pouvez garder un message à l'esprit, c'est que it's time now, parce que maintenant je fais toujours des expressions en anglais. Bon, eh ben écoutez, bonne journée. Bravo. Bonne journée à tous. Soyez prudents hein, pour qu'on continue à pouvoir se rencontrer un peu plutôt que toujours, mais c'est toujours mieux que pas du tout. Très bonne journée et encore merci pour votre participation. Merci à vous. Et merci Merci à tous. votre panel. Hein. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bravo.